En manchette ce soir, Armand Simard est condamné à 3 ans de détention. L'homme de Berry a agressé sexuellement sa belle-fille. Monsieur Simard représentait une figure paternelle pour la victime. Il était en position d'autorité. Un incendie jette à la rue une famille de Rouyn-Noranda. Un tout nouveau programme s'ajoute à l'offre du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda. Bon début de soirée et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin en justice. Après 9 ans de procédure judiciaire, le dossier d'Armand Simard, accusé d'agression sexuelle sur sa belle-fille, a pris fin récemment. Le juge lui a imposé 3 ans de détention, comme nous le rapporte André Audet. Le juge de la Cour du Québec, Marc Ouimet, a tranché vendredi dernier au palais de justice d'Amos dans le dossier d'Armand Simard, coupable d'avoir agressé sexuellement à Berry sa belle-fille, Sabrina Boudreau, en décembre 2014, elle qui était alors âgée de 12 ans. La couronne exigeait 5 ans de prison, alors que la défense proposait 2 ans, moins un jour. Ça a été un long processus, mais la victime a été très courageuse tout au long. Il y a eu un premier procès où l'accusé a été acquitté. Le dossier a été porté en appel. Ensuite, il y a eu un deuxième procès et la décision a été prise en délibéré, mais pour des raisons de santé, le juge n'a pas pu rendre la décision. Et nous sommes au troisième procès et il a été maintenant condamné dans le cadre de ce troisième procès. Et c'est à ce moment-ci qu'il a eu la peine de 3 ans. Plusieurs facteurs aggravants ont été pris en compte dans l'élaboration de la sentence. Monsieur Simard représentait une figure paternelle pour la victime. Il était en position d'autorité. La victime a dû témoigner à 4 reprises, mais également, on a entendu son témoignage sur les conséquences du crime. Il y avait des conséquences importantes, des séquelles psychologiques. En plus de sa peine d'incarcération, l'homme dans la soixantaine doit se soumettre à plusieurs conditions. Interdiction de communiquer avec la victime pendant la période de détention. Il y a également l'ordonnance d'ADN qui a été imposée, de prélèvement d'ADN, une ordonnance d'interdiction d'armes. Monsieur sera soumis au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. L'avocate d'Armand Simard, maître Emmanuel Béliveau-Labrec, s'est limitée lundi à confirmer qu'elle ne portera pas en appel la sentence. André Audet, RNC Nouvelles. À Rouyn-Noranda, un incendie a jeté une famille à la rue samedi. À 19h, les pompiers ont été appelés à intervenir pour un brasier à l'intersection de l'avenue de l'Église et du rang Audet. Et vous le voyez sur les images, les dégâts sont considérables. On parle d'une perte totale. Et à l'arrivée de la vingtaine de pompiers, environ la moitié de la structure, principalement le toit, était enflammé. L'un des adultes a subi des blessures à l'un de ses avant-bras et sa main. Les paramédics qui ont donc dû prendre en charge l'individu. Selon les premières constatations, le feu aurait été déclenché par une défaillance électrique. La Croix-Rouge a pris en charge les membres de la famille touchés. Et toujours à Rouyn-Noranda, 2 grands excès de vitesse sont survenus hier. 2 véhicules qui circulaient à 157 km/h dans une zone de 90 à la hauteur du rang du village dans le quartier McWaters ont été interceptés. Les policiers ont été appelés à se rendre dans le secteur après avoir reçu un signalement d'un automobiliste inquiet des comportements dangereux des 2 véhicules. Les conducteurs, 2 hommes âgés de 20 et 23 ans de Val-d'Or, ont reçu chacun un constat d'infraction de près de 1 400 $ et 14 points d'inaptitude. Leur permis qui a été suspendu pour une période de 7 jours. Encore en lien avec des arrestations, une poursuite policière a tenu la Sûreté du Québec en haleine hier soir dans la vallée de l'Or. Le tout qui a débuté vers 20h40 alors que les agents ont été appelés à intervenir en lien avec une introduction par effraction et le vol de véhicules. Les policiers ont par la suite réussi à localiser le véhicule volé avec le suspect à bord qui a refusé de s'immobiliser et a poursuivi sa course. L'homme s'est finalement arrêté à Rivière-Éva alors qu'un tapis à clous a dû être utilisé par les agents. Le suspect de 39 ans devrait comparaître aujourd'hui sous divers chefs d'accusation. En éducation maintenant, des techniciens en architecture vont maintenant être formés directement ici dans la région, puisqu'un nouveau programme voit le jour au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Alexandre Cabana était à l'inauguration ce matin.
Allez, un coup! Une deuxième inauguration du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en autant de semaines, alors que la communauté collégiale brillait de fierté devant la présentation des locaux fraîchement rénovés du tout nouveau programme de technique en architecture. Un pari qui rapporte, selon le directeur général du cégep, Sylvain Blais. Dans l'histoire des collèges, un cégep qui a obtenu 5-6 programmes dans les 10 dernières années. Je vous invite à aller voir sur les sites web des cégeps, là, et il y en a très, très peu. L'objectif du cégep, c'est pas d'avoir toujours plus d'étudiants, mais en même temps, on est passé de 1850-1860 étudiants en 2019 à aujourd'hui à un peu plus que 2100 étudiants. Fait qu'on voit qu'en faisant l'offre, bien, les étudiants ont plus d'intérêt à venir. Pour le nouvel enseignant en architecture Alexandre Cameron, la technique viendra répondre à un besoin de bras criant dans la région. Justement, le fait d'avoir le programme en région, on vient s'assurer qu'on garde les jeunes en région parce qu'il y a énormément d'emplois de ce côté-ci. On le voit clairement dans les bureaux, autant au niveau de mon implication qu'au niveau des autres bureaux. Je connais différents collègues dans le milieu qui ont des besoins criants en main-d'œuvre du côté de technologues en architecture. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent aux technologues en architecture comme étant des possibles chargés de projet de leur côté, autant au niveau des entreprises de construction, des organismes publics, etc., parce que c'est des gens qui sont très organisés, qui sont capables de mener un projet du début à la fin. Selon les enseignants, le taux de placement devrait être excellent dans la région. D'ici là, les élèves comme Emma peuvent faire aller leur créativité dans un environnement tout indiqué. J'ai toujours été fascinée par les bâtiments, savoir comment les éléments agissent entre eux, comment un toit fait pour tenir sur une maison, quels matériaux on choisit, enfin tout ça. Ça a fait que je me suis dit, mais comment on fait ça? Donc je me suis dit, pourquoi pas apprendre à exprimer aussi une certaine créativité qu'on peut rendre réelle, parce qu'on a beaucoup d'idées dans nos petites têtes, mais... Pour l'année scolaire de 2024-2025, ce sont 26 étudiants inscrits au nouveau programme. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que l'offre de programmes est suffisante dans les cégeps et les universités de la région? » Vous avez répondu oui à 65 %. Et on poursuit à Val-d'Or, toujours dans le domaine scolaire. L'école secondaire Le Transit a inauguré ce matin leur nouvelle cour extérieure et elle se distingue de ce qu'on connaît habituellement. Félix Blaquière vous amène la visiter. Des infrastructures, des aménagements qui sont favorisantes pour l'élève, sont favorisantes pour son bien-être à l'école. Puis un élève qui se sent bien, bien c'est sûr que c'est favorisant pour sa réussite. Fruit d'un investissement de près de 500 000 $, la cour extérieure de l'école secondaire Le Transit voit le jour. C'est la première cour d'école secondaire à être réaménagée par le Centre de services scolaires de l'Or et des Bois dans les dernières années. Ici, le terrain scolaire est un outil éducatif. On a des aires de repos, on a aussi une serre pédagogique, donc un lieu où est-ce qu'il pourra y avoir des apprentissages interdisciplinaires de la part des enseignants avec les élèves. Donc, ils pourront se servir des différents aménagements qui ont été faits dans la cour d'école pour apprendre différemment. La serre extérieure 4 saisons, la pièce maîtresse du projet, est une initiative de Patrick Bouchard, enseignant d'univers social à l'école Le Transit. On le sait, il y a plusieurs études qui prouvent que c'est bon de faire du jardinage, autant pour la santé mentale que physique. Puis pour nous, à l'école, c'était important de donner l'opportunité à nos élèves de pouvoir vivre une première expérience d'agriculture ou de jardinage et éventuellement qu'ils puissent repartir à la maison puis faire leur propre projet. Les élèves décideront est-ce qu'ils veulent partir tout simplement à la maison avec leur récolte, avec le fruit de leurs efforts, ou ils veulent faire une cuisine collective, faire un petit marché public pour développer le côté entrepreneurial. Ça va être à eux de décider. De son côté, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, souligne l'importance de moderniser les cours d'école afin que les jeunes demeurent actifs et mobilisés. Mais aujourd'hui, on le voit, ça prend peut-être un petit peu plus d'atouts pour être stimulant pour un jeune qui, au lieu d'être simplement assis avec son téléphone cellulaire ou sa tablette électronique. Donc, ça permet justement de donner d'autres aspects. Il reste des éléments à implanter dans la cour, dont des paniers de basketball. Ainsi, le projet devrait être complété dans la prochaine année. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
Mais être bien accompagné est un atout, autant pour les bénéficiaires que pour leurs familles. Donc, c'est pourquoi la Maison de soins palliatifs L'Envol à Rouyn-Noranda fait depuis quelques mois une campagne pour trouver des bénévoles. Entrevue d'Anthony Dallaire. Il ressemble à quoi, justement, présentement, votre effectif de bénévoles et s'en prendrait combien de plus pour assurer adéquatement les services? Comme c'est là, il y en a 37 qui travaillent, mais si on aurait, mettons, 5, 6 de plus encore, ça irait bien. Parce qu'ils ne prennent pas qu'en vacances. Cet été, ils n'ont pris un peu plus, là. Puis, mais à part de ça, quand ils disent qu'ils sont là, ils sont là. Je sais toujours au moins 2 semaines d'avance quand ils sont pour partir. C'est rare c'est pas mal les mêmes, mais il y en a une couple qui remplace. S'ils ont des rendez-vous chez le médecin ou ils me disent, mais là, je vais être absente, il y en a qui sont là pour remplacer. Il y en a qui sont là une fois de temps en temps. Puis après ça, l'après-midi, le chiffre est moins long, mais des fois, c'est là que c'est plus difficile. Et c'est quoi concrètement leur rôle à la Maison de l'Envol? Eux autres, ils font le même travail que les préposés. Nous autres, ils appellent ça auxiliaire. Mais ils sont là pour aider, pour qu'il y ait moins d'ouvrage. Ils vont aux soins, ils peuvent aller s'occuper des repas, ils vont s'occuper du ménage, changer le lit, faire toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas eux autres qui sont en charge du bain. Ils vont aller aider quand c'est un bain civière ou un bain au lit. Mais à part de ça, c'est l'auxiliaire. Qu'est-ce qui est gratifiant? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'aide. Puis avec le temps qu'on vit, il manque de personnel vraiment qui sont toujours là, il lui en manque. Le bénévole est là, elle connaît c'est quoi qu'elle a à faire, puis elle est contente d'aider. C'est rare, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a appelé et dit « Je suis tanné, j'y vais plus ». Ils peuvent arrêter, mais ils vont venir et ils vont dire pourquoi ils arrêtent. Des fois, ils déménagent, des fois, ils ont d'autres raisons, mais à part de ça, je trouve que c'est un bon groupe. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se poursuit et des cinéastes de la région sont à l'honneur aujourd'hui. On vous en dit plus après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Dans le cadre du programme Virage vert, les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue ont réalisé une démarche documentant le portrait et l'avenir du textile en fin de vie, ainsi que l'urgence d'agir en raison des volumes. Le 9 octobre, une vingtaine de participants ont convenu de porter des actions concrètes afin de trouver des solutions visant à faire connaître cette ressource et à promouvoir les actions visant à éviter l'enfouissement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue a commencé ce week-end. Mais là, il est loin d'être terminé puisqu'il se poursuit tout au long de la semaine. Samedi dernier se déroulait la soirée d'ouverture du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue et tout le monde a adoré le long-métrage Cyclone de Noël qui était présenté en grande première mondiale et même que les gens dans la salle ont honoré le réalisateur Alain Chicoine et tous les comédiens qui étaient sur place avec une ovation debout de plus de 2 minutes à la fin du film. C'était vraiment un beau moment à voir et pour les gens qui n'étaient pas là, bien, selon moi, vous avez manqué la grande première d'un futur classique de Noël. Mais inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir le visionner dans les prochaines semaines au grand écran. Mais là, aujourd'hui, c'était la présentation du Bloc 5, le bloc de la relève des jardins, où des réalisateurs présentaient surtout des courts-métrages et même un long-métrage qui a été présenté aussi, vraiment des gens de la relève. Alors, il y avait plein de découvertes à faire aujourd'hui. Et 2 réalisateurs du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue présentaient leur documentaire. La première était Danaé Terrien qui présentait Madame sans chagrin, un documentaire sur comment sa famille a vécu le diagnostic de sa mère. Je suis vraiment contente. Je pensais vraiment pas être sélectionnée. Si on m'avait dit ça quand je suis rentrée au cégep, j'aurais pas cru. Je suis vraiment choyée et vraiment reconnaissante pour
Madame sans chagrin, c'est un documentaire sur comment la maladie, ça peut affecter la cellule familiale. Fait que tous les effets collatéraux d'un diagnostic de cancer, puis tout comment ma famille a vécu la maladie. Moi, j'étais vraiment petite là, quand on l'a vécu, quand on a eu le diagnostic puis tout. Fait que c'était comme une manière pour moi de comme faire le point sur tous les événements qui étaient arrivés. Puis quand on a su qu'il fallait faire un documentaire, là, j'étais arrivée avec ma famille, puis là, on sort toutes plein d'idées. Puis ma mère était comme, ben oui, c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Puis je savais que ça avait eu beaucoup d'effets comme sur la famille. Ils ont créé ces documentaires dans le cadre du cours Arts, Lettres, Communication et Options Cinéma. C'était leur projet final qu'ils pouvaient envoyer au Festival du cinéma en espérant être sélectionnés. Et le deuxième réalisateur du Cégep qui a été sélectionné est Alex Nolan, qui présentait Silencium, où il a plongé dans la vie et dans le quotidien d'une communauté religieuse à Rouyn-Noranda. Il a suivi en vie la communauté la sœur Thérèse Charbonneau. Et le documentaire explore comment le silence devient un refuge et un symbole dans leur quête spirituelle. J'ai demandé à Alex pourquoi il tenait à faire son documentaire sur ce sujet-là. T'sais, personne ne les connaît vraiment, personne savait que ça existait. Même moi, là, quand je l'ai appris, j'étais surpris. Puis je voulais vraiment leur apprendre à connaître ce monde-là, qui est un peu peut-être mystique, un peu surprenant, que ça existe encore, là, des communautés comme ça. Fait que ça m'a vraiment surpris, puis dès que je suis allé voir, j'ai vraiment appris beaucoup de cette expérience-là, puis de leur parler, puis je pense même eux, de voir que des jeunes étaient ouverts à connaître ça, puis intéressés, ça les a vraiment surpris, puis ça les a touchés, fait que j'ai réussi ma mission. Parce que oui, on a souvent une idée de la religion qui est très fermée, qui est très, comment dire, qui ont des codes, qui pas très ouverts au monde actuel, tout ça, mais finalement, c'est le contraire, j'ai eu la chance de discuter avec eux, puis vraiment, c'est des personnes très ouvertes d'esprit, très gentils, très drôles, c'est des gens complètement normaux. Puis ça m'a quand même surpris. Les commerçants ont participé et plusieurs vitrines sont décorées aux couleurs du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue pour le concours de vitrines. Mais maintenant, c'est à vous, les téléspectateurs, d'aller voter. Rendez-vous sur la page Facebook du Festival de cinéma international et trouvez la publication où on voit les photos de tous les commerces et allez mettre un j'aime sur le commerce qui, selon vous, a eu la plus belle vitrine en thème avec le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Bon vote tout le monde! Les Huskies et les Foreurs ont joué 2 matchs ce week-end, dont le deuxième duel de la 117 ici au centre Anico et Gaulle. Plus de détails au retour. Les sports vous sont présentés par Thibaut GR, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au hockey, les Foreurs et les Huskies affrontaient l'une des meilleures équipes de la Ligue, l'Océanique de Rimouski, cette fin de semaine. Et ça, c'était avant de s'affronter dimanche dans un duel de la 117. Alexis Dumont revient sur le week-end des deux équipes. Ce fut un autre gros week-end de hockey pour nos équipes de la LHJMQ. D'abord, les Huskies de Rouyn-Noranda se mesuraient à l'Océanique de Rimouski vendredi soir. Après une belle victoire de 6-2 la veille devant l'équipe hôtesse de la Coupe Memorial, les hommes de Steve Hartley se sont butés au gardien William Lasselle qui a stoppé les 30 tirs des Huskies en route vers une victoire de 3-0 pour Rimouski. Le lendemain, c'était au tour des Foreurs d'accueillir l'Océanique. Malgré l'écart séparant les deux équipes au classement et un retard de 2 buts en fin de troisième période, Val-d'Or a trouvé la manière de revenir dans le match et d'aller accrocher 2 gros points. Je trouve qu'on ne leur a pas donné grand-chose. D'être revenu en fin de match comme ça, de marquer 2 gros buts dans les 10 dernières minutes. Là, Barry va chercher le 3e but, Veilleux va chercher le but égalisateur, puis d'aller chercher ça en tir de barrage. Là, donc, c'était vraiment une belle remontée. Une victoire qui faisait du bien à l'équipe, elle qui avait perdu 5 de ses 6 matchs précédents. Samedi, on a bien fait ça, je trouve. On est allé chercher ça en fusillade, donc, puis en plus, on a remonté ça en fusillade, donc non, ça a bien été. Le fait de gagner celle-là, ça fait du bien. C'est un gros club, ils ont la Coupe Memorial cette année, puis c'était un beau comeback, là, donc revenir de l'arrière de 4-2, 5-4 en tir de barrage, ça a fait du bien. Et le lendemain, c'était l'heure du deuxième chapitre du duel de la 117 cette saison. Et tout comme il y a 2 semaines, les Huskies sont venus gâcher le bonheur des quelques 2000 partisans au centre Anico et Gaulle avec une victoire de 2-1. Reste que pour l'entraîneur des Foreurs, Maxime Desruisseaux, il y a du positif à retenir.
J'ai aimé notre force de caractère en fin de semaine. Tu me dis qu'est-ce qu'on a dit, mais j'ai aimé notre fin de match, justement, contre Rimouski, où on était chercher 2 gros buts. Hier, en troisième, on a joué une excellente troisième période. On enlève notre gardien, va chercher un but. Donc, j'aime la vibe de notre équipe. Et soulignons également le travail du gardien des Foreurs, Cédric Massé, qui était d'office pour les 2 matchs du week-end. Massé a été très solide contre les Huskies avec 37 arrêts et a également été en mesure de fermer la porte à l'Océanique en fusillade. Le gardien connaît un bon début de saison, lui qui présente un taux d'efficacité au-delà des 900 jusqu'à maintenant. Ça va bien, écoute, je continue à faire ce que je faisais, ce que je fais de bien, puis garder ma game simple le plus possible, puis ça va bien, fait que je continue sur cette lancée-là, je suis en confiance, puis les gars jouent bien aussi, on joue de la bonne manière dans 7 derniers matchs, je pense qu'on a joué de la bonne manière, puis on s'en vient de mieux en mieux, fait que ça va être de continuer là-dedans, puis moi de continuer ce que je fais de bien. Les 2 équipes iront maintenant jouer un séjour de 3 matchs dans les Maritimes, séjour qui s'amorcera mercredi soir au Cap-Breton pour les Huskies et vendredi soir à Bathurst pour les Foreurs. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Maintenant, dans le Midget 3A, les Forestiers d'Amos ont divisé les honneurs de leur week-end à Jonquière face aux élites. D'abord, Amos s'est incliné samedi dans un festival offensif de 6 à 5. Le désavantage numérique a fait défaut du côté de la troupe à Jean-Daniel Charron, qui a concédé 3 buts dans cette facette du jeu. Mais l'équipe s'est bien reprise le lendemain avec une victoire serrée de 2-1, 24 arrêts dans le match pour Jean-Simon Marcil. Les Forestiers seront de retour à leur domicile la fin de semaine prochaine avec un programme double face aux Albatros du Collège Notre-Dame. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, c'est assez surprenant, Justine, mais des températures plus chaudes s'en viennent dans les prochains jours. Oh oui, Kémilia, en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas à attendre dans nos autos que les vitres dégèlent comme on a eu à le faire ce matin. Les températures froides s'en viennent, mais pas pour cette semaine. Cette semaine-là, on y va un petit peu plus dans la chaleur. Pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce qui nous attend, ce sera généralement nuageux avec un minimum de 0 degré et un minimum de 2 degrés pour le Témiscamingue. Demain, partout en région, ce sera nuageux le matin avec de la pluie débutant en après-midi et un maximum de 10 degrés. Et un aperçu pour mercredi, c'est là que ça se réchauffe parce qu'en Abitibi, ce sera nuageux, mais on va avoir un maximum de 18 degrés et une alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue avec également un maximum de 18 degrés. On a eu de la neige en fin de semaine et le mercredi, on va à 18 degrés, on frôle le 20. Fait que c'est des températures assez surprenantes qu'on a cette semaine, mais regarde, on va le prendre. Oui, certain, c'est le monde à l'envers. Merci, Justine. Bonne soirée à toi. Voilà, c'est complet pour ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. On se dit à demain pour le TVA Midi. D'ici là, passez une belle soirée.